Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Avec Alexandre Berne, je vous propose une émission spéciale Sauternes pour ces fêtes de fin d'année. Sauternes, c'est l'appellation dorée et mythique par excellence, avec ses fabuleux vins liquoreux réalisés à partir du Botrytis cinerea. Vous allez rencontrer tous les acteurs de cette appellation qui bouge. Allez, entrez dans ces rangs de vignes. Côté Château, c'est chez vous. On se retrouve à Barsac, au château Cailloux, en compagnie de Jean-Noël Pierre et de Marie-Josée. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Noël, vous incarnez la nouvelle et quatrième génération ici au château, un cru glacé. C'est tout de même une histoire familiale avant tout. Tout à fait, c'est mon arrière-grand-père qui a acheté la propriété en 1909 aux enchères. Depuis, les générations se sont succédées et avec mon frère Sébastien, je représente la quatrième génération. Donc on a repris tous les deux en 2017. Voilà. C'est quoi? C'est l'amour du Botrytis qui vous a fait reprendre? C'est surtout une histoire familiale. Donc depuis tout petit, moi j'allais dans le chai, dans la vigne, voir un petit peu ce qui se passait. Et avoir une propriété où on a une appellation qui est mythique et connue dans le monde entier, c'est quand même très très gratifiant. Allez, on va voir ça dans les chais. On y va. Marie-Josée, dans ce Sauternes, on trouve une robe dorée et des couleurs assez automnales finalement. Oui, cette cuvée, ce sont une sélection de graines. Nous allons sur des vieilles vignes qui ont plus de 100 ans en fin de vendange. Et c'est une très très belle cuvée qui peut se déguster en fin de repas comme un digestif. Parce qu'elle a une telle complexité aromatique. Vraiment, c'est comme un vin d'un petit peu de méditation. Et question méditation, ici à Barsac, vous êtes pas mal soigné. C'est un beau terroir, Barsac, avec pas mal de fraîcheur. Tout à fait, on a un sous-sol argilo-calcaire qui nous permet à Barsac de faire des vins très complexes et beaucoup dans la finesse et dans la fraîcheur. Cette année, le Botrytis a eu un petit peu de mal à démarrer. Comment ça s'est passé ces vendanges? Cette année, c'était très compliqué. Donc, on a fait les blancs secs au 15 août, alors que normalement, on les fait plutôt fin août, début septembre. Et pendant tout septembre, le Botrytis avait beaucoup de mal à s'installer. Et enfin, il est arrivé quelques jours de pluie. Et là, c'était le bonheur, puisqu'après, c'est enchaîné du très beau temps. Et le Botrytis est enfin arrivé. Et on a pu faire un excellent millésime. Voilà, et pour bien comprendre comment s'opère cette magie de la pourriture noble, je vous propose de regarder ce reportage réalisé au début des tris, ici à Sauternes, avec la formation du brouillard sur le Ciron. Un reportage réalisé avec Ludovic Cagnetto et Xavier Granger. Du brouillard et de la chaleur. Au château Cantegril, la magie de Sauternes opère enfin avec l'influence de ces cours d'eau tout proches. Ils apportent l'humidité nécessaire à la formation de la pourriture noble. Bonjour messieurs. Ça va? Bonjour. Ouh, mais ça a bien rentré là depuis tout à l'heure. À 9h, c'était juste massé sur la Garonne et le Ciron. Et puis là, ça commence à se diffuser partout. Donc c'est cette hydrométrie qui fait que le Botrytis, peu à peu, se développe. Et donc là, vous avez un bon exemple de baies qui a été passerillées au démarrage. Et puis là, ça commence à botrytiser. Ce sont les premières coupes, les premières tries comme on dit ici. Elles vont être successives, on va passer ainsi 3 à 4 fois pour récolter les baies où s'installe progressivement le Botrytis cinerea pour donner ses vins liquoreux. Avec les belles après-midi, l'eau contenue dans le raisin commence à s'évaporer et c'est là que la baie se déforme et commence à devenir confite. Avec les pluies tombées la semaine dernière, au château de Rennes-Vigneaux, l'impact de la sécheresse est moins flagrant. Ça commence à arriver ici, là. On prend son temps pour prélever ces raisins confits. La sécheresse qu'on a eue sur le mois de septembre a décalé l'implantation du Botrytis. Après, on est à Sauternes, on sait attendre et on n'est que début octobre. Dans les chais, le gros de la récolte va rentrer entre le 10 et le 20 octobre. Mais déjà, dans cette barrique, la première trie se déguste. C'est pas hyper complexe parce qu'il n'y avait pas trop de Botrytis, mais en fait, c'est très très bon. Le plus dur à obtenir dans un Sauternes, c'est la fraîcheur. C'est faire d'un vin qui est puissant, qui est long en bouche, et en faire un vin désaltérant.
c'est-à-dire qui finit tout en délicatesse, qui finit tout en fraîcheur. Un travail d'orfèvre depuis la vigne au pressurage de ces raisins botrytisés pour obtenir ces légendaires sauternes au bout de 18 mois d'élevage. Parmi les figures de l'appellation Barsac-Sauternes, il y a ici au château d'Oisiden Jean-Jacques Dubourdieu. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre, tu vas bien? Très bien, merci. Alors ce château, c'est le château emblématique de la famille, bien sûr. Oui, acheté par mon arrière-grand-père en 1924, Georges Dubourdieu. Et en même temps, Jean-Jacques, c'est le gardien du temple, puisque c'est le président de l'ODG, l'appellation Barsac-Sauternes. Oui, j'ai la chance de co-présider l'appellation Sauternes-Barsac avec mon ami et collègue David Bolzan. Donc Sauternes-Barsac, c'est 140 vignerons répartis sur 1800 hectares et 5 communes. Allez, on va voir les chais. Jean-Jacques, on se retrouve dans le grand chai à barrique de Doisiden où déjà le millésime 2022 est rentré. Oui, ici à fermenter le millésime 2022, nous à Doisiden, on tient beaucoup à la fermentation en barrique. Cela nous permet de séparer à la fois chaque parcelle, mais aussi chaque tri différente. Il y en a eu 4 cette année. Ça va être une grosse production ou plutôt légère? Alors on est dans la moyenne, on espérait beaucoup au début. À la fin, on est sur un rendement qui va se situer entre 10 et 15 hecto-hectares. On espère un peu plus près de 15 que de 10 à l'échelle collective. Ici, Doisiden, on est entre 17 et 18, donc c'est notre moyenne décennale. Dans le temps, on peut dire, après-guerre, on buvait pas mal de sauternes, à l'apéritif notamment. Est-ce qu'il n'y a pas une mode aussi qui est passée aujourd'hui, un désamour vis-à-vis des sauternes? On en boit peut-être davantage au moment de Noël, mais ça revient? Oui, ça revient quand on juge les ventes des vins de nos appellations, on est plutôt en très nette augmentation. L'apéritif revient en force, ça a été l'âge d'or de nos vins. Le dessert, c'est quelque chose d'assez moderne dans le mode de consommation de nos vins, mais aussi le fait de consommer au verre du sauterne à l'apéritif dans toute la mouvance bar à vin, puisqu'aujourd'hui il y a des bars à vin dans toutes les villes du monde, et nos vins liquoreux avec du salé notamment s'accordent particulièrement bien. Vous avez pas mal de rendez-vous tout au long de l'année, notamment ces portes ouvertes qui se sont tenues les 11, 12 et 13 novembre. Et oui, ces portes ouvertes ont été un vrai succès et la plupart des vignerons sont ravis de la fréquentation et des ventes. D'ailleurs, regardez ce reportage réalisé par Taliane Lobo et Guillaume Dequet. Balade découverte entre les pieds de vigne du château Laforie-Péraguet, royaume du Sauterne, avec un premier grand cru classé en 1855. J'aime déguster des vins qui viennent du coin. Et puis après, c'est vrai que c'est quand même un grand vin, donc on ne va pas s'en priver. C'est le Sauternes, on est sur un équilibre entre de l'alcool et du sucre. Très très bon, beaucoup de fraîcheur, avec la mise en bouche, c'était excellent. Un amuse-bouche soigneusement travaillé en cuisine pour évoquer toutes les sensations que procure un verre de Sauterne. On garde toujours cette idée de vous accueillir avec un verre de Sauterne sans être un verre de Sauterne, que vous allez commencer de gauche à droite. Donc d'abord avec la fraîcheur, ensuite avec l'acidité et puis finalement côté soir. Fini la traditionnelle association Sauterne foie gras. À suivre 5-7 VG, à suivre un œuf, un 4 pigeons. Oui. Ailes de raie, moelleux au chou-fleur iodé, pigeons de Branins, toute la carte du restaurant 2 étoiles se décline autour des millésimes. Je pense qu'il faut vraiment couper cette idée associer vraiment le Sauterne à du foie gras. Le Sauterne va très bien avec un Pigeot, même encore mieux. Va encore mieux avec un vieux fromage de chèvre, comme on retrouve vraiment sur nos chariots de fromage. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment opter que le Sauterne peut aller avec tout. Trouver l'équilibre entre sucre et acidité, c'est l'objectif des vignerons pour séduire les consommateurs et les convaincre que ce vin liquoreux peut accompagner des plats très variés. À force de faire passer les messages que nos sauternes se consomment
Tout au long du repas, la consommation repart, donc c'est une très bonne chose, puisque le sauterne est tout à fait adapté à l'apéritif, ce qui était d'ailleurs sa consommation historique. Également sur des plats épicés, puisque tout l'enjeu avec les vins de sauterne, c'est d'amener du contraste. À l'approche des fêtes de fin d'année, le sauterne compte bien regagner les tables de l'entrée jusqu'au dessert. On se retrouve au château La Tour Blanche, premier cru classé de Sauternes en compagnie de Miguel Aguilla, son directeur. Salut Jean-Pierre. Et de Philippe Maîtreche. Alors Philippe, on est en plein sous-tirage. Oui, c'est ça. Donc les fermentations du millésime 2022 viennent de se terminer et on est en train de mettre au clair les vins qu'on vient de réaliser pour les préparer progressivement aux événements primeurs qui auront lieu courant mars. Miguel, c'est difficile de faire du Sauterne chaque année ? Oui, chaque année c'est un enjeu, c'est un nouveau challenge. Je dis souvent à Sauternes, notre objectif c'est de faire les plus beaux raisins jusqu'au 15 septembre et après c'est un peu au bonheur la chance en fonction des conditions climatiques. Il y a eu des années où il n'y a pas eu de production. Il y a eu des années où le botrytis, là, ce champignon, a été très capricieux et il n'a pas pu s'installer comme nous on souhaitait. Et à ce moment-là, en fait, on ne produit pas de tour blanche. On se retrouve à la boutique du château de la Tour Blanche qui est totalement nouvelle. Miguel, pourquoi avoir fait cette boutique ? Mais en lien en fait avec le dynamisme de Sauternes en général, le no-tourisme est vraiment un axe de développement. Et c'est vrai qu'on a cet outil aujourd'hui qui est fabuleux pour accueillir dans des belles conditions nos clients et surtout leur faire vivre un moment d'émotion. On fait des vins qui sont très agréables à boire, donc autant bien les accueillir. Et puis ça sert aussi aux jeunes puisque la Tour Blanche, c'est aussi une école de viticulture œnologie où vous formez les nouvelles générations, les prescripteurs de demain finalement. Oui, tout à fait. C'est une des particularités relativement uniques, c'est d'avoir un grand cru attenant en fait à une école. Et on a une formation en commerce et vente des vins spiritueux. Donc on les met en condition pour qu'ils viennent se mettre en face d'un client, leur raconter comment on va, avoir les bons gestes, les bonnes paroles, pour qu'ensuite ils se retrouvent potentiellement dans leur lieu de stage ou éventuellement dans leur futur métier totalement à l'aise. Voilà, ça peut donner des vocations dans cette fameuse école qui a été créée il y a plus de 100 ans par Daniel Ifla, dit Osiris. Tout à fait, c'est un legs de Osiris. D'ailleurs, sur ceux qui auront la chance d'avoir des bouteilles de la Tour Blanche sur leur table en fin d'année, Osiris est obligatoirement mentionné sur notre étiquette Donation Osiris en hommage à ce legs qui a été fait maintenant il y a 111 ans, parce que depuis maintenant 1911, on reçoit des élèves ici sur place. Et puis Philippe, dans Sauternes, il y a plusieurs couleurs, ça commence toujours par l'or. Oui, tout à fait. On a l'or jeune, par exemple avec 2012 qu'on a ici. Et puis au cours de l'évolution, la robe va se foncer pour aller sur une couleur qui rappelle un petit peu la pierre d'ambre. C'est ce qu'on voit là avec ce magnifique millésime 2004. Et en plus de la couleur, c'est le profil aromatique qui va évoluer constamment et qui va devenir de plus en plus complexe. Là, on est sur des fruits confits, alors que sur 2004, on a à la fois des notes de fumée, de mocha, d'orange confite. Voilà, le vin se complexifie, se bonifie au cours du temps. Voilà, c'est une véritable expertise qu'on vous offre ici, une expérience à suivre. Et puis, parmi les grandes figures de Sauternes, il y a bien évidemment Jérôme Schilling, qui est le grand chef du château Laforie-Peyraguey, qui a obtenu cette année une 2e étoile au guide Michelin et qui est devenu aussi meilleur ouvrier de France. Regardez ce reportage. À 40 ans, Jérôme Schilling devient l'un des plus grands chefs, meilleur ouvrier de France et 2 étoiles au guide Michelin, le tout décroché en 2022. Beaucoup d'émotions, c'est un soulagement de toutes ces années de travail, de persévérance, d'abnégation. Et voilà, j'ai jamais rien lâché et puis voilà, j'y suis arrivé à ce Graal. Ils étaient plus de 600 cuisiniers sur la ligne de départ, seulement 30 en finale à Grenoble et 8 à être promus avec une épreuve très cadrée, 3 plats imposés. Un homard mer et jardin avec une tartine automnale qu'il fallait réaliser. Ensuite, on avait une noisette de chevreuil sauce poivrade chocolatée. Et on finissait avec une couronne d'œuf à la neige, avec une mousse à la chartreuse et pistachée. Il y a tout qui me rappelait un peu tous mes passages de ma carrière, comme les oursins, le homard, que je travaillais sur la Côte d'Azur quand j'y ai travaillé pendant 7 ans. Voilà, il y a tout ça. Le dos de chevreuil, forcément l'Alsace, puisque je suis quand même alsacien. Formé auprès de Joël Robuchon, Thierry Marx ou Jean-Luc Rochat, le chef Schilling doit son succès aussi à son équipe de 14 personnes. C'est un
concours qui est très lourd. Et je pense qu'il faut du monde derrière aussi pour l'aider et pour le soutenir. Une bonne motivation de le voir lui réussir, de travailler avec lui, c'est une source d'inspiration aussi dans la création. 2 ailes de raie et un cep, un pigeon. Jouant avec le terroir de Sauternes, il a créé une cuisine inventive et délicate, inspirée de la vigne toute proche. On me qualifie du coup, par définition, le cuisinier des vignes. Voilà. C'est comme ça qu'on me qualifie parce que finalement la cuisine elle est toujours axée par rapport à tous ces tenants et aboutissants du monde viticole pour pouvoir être de bon sens du lieu et de l'histoire qu'on porte. Et dans ce restaurant La Lique, les fins gourmets se réjouissent de la reconnaissance de ses pairs. Donc pour moi c'est une fierté vraiment. Belle réussite et mes félicitations à vous et à l'équipe. Merci. Le chef s'inscrit dans les codes de la grande cuisine française et dans les pas d'Auguste Escoffier. Je vais commencer avec le plat phare de notre chef. Celui-ci orienté vers le chou-fleur, préparé comme un calisson. Un léger tartare d'huître sur le fond. Et le tout est lié par une sauce vodka beluga. Oh là là, et c'est une tuerie. Incroyable. Oh là là, c'est tellement doux, c'est tellement gourmand. On se retrouve en cuisine avec le chef Jérôme Schilling. Alors j'ai envie de dire, chef, hop là, c'est l'Alsace qui a gagné ce titre de MOF. Oui, évidemment, l'Alsace est dans mon cœur et ma région natale. Donc évidemment, c'est une grande fierté. Quand c'est comme ça, on pense à ses aînés, à ceux avec qui vous avez été formé. Oui, évidemment, 80% de mes chefs étaient meilleurs ouvriers de France. Donc pour moi, c'est une grande fierté et un honneur de pouvoir rentrer dans leur famille, dans leur corporation et surtout leur montrer que finalement, tout ce qu'ils m'ont appris a servi à arriver à ce titre. Et puis ici à la Maison La Lique, c'est pas le seul MOF, hein, je crois que vous en avez plusieurs. Oui, effectivement, chez La Lique, donc il y a 7 meilleurs ouvriers de France en verrerie, plus un meilleur ouvrier de France en semellerie qui s'appelle Romain Iltis. Et puis je fais partie maintenant du 9e de la famille La Lique à être titré. Et ça prouve bien que le savoir-faire français continue à perdurer, que ce soit dans la cristallerie, dans le vin et dans la cuisine maintenant cette année. Sur la gauche, cette première note du Sauternes va être la fraîcheur, avec une truite de Banca, donc c'est une truite des Pyrénées qu'on a roulée aux fines herbes, avec un condiment au Sauternes. Donc là, vous allez vraiment avoir cette fraîcheur de dégustation. Ensuite, au centre, on va avoir l'acidité. Donc l'acidité, elle est représentée par le citron vert. Et à droite, on retourne dans les Pyrénées avec un cochon noir de Bigorre confit pendant 3 heures. Alors vous avez réussi à obtenir 2 étoiles au guide Michelin. C'est tout de même difficile la course aux étoiles et puis de se maintenir et d'essayer toujours de taper plus haut. C'est une pression pour vous? C'est une bonne pression parce que finalement déjà les étoiles c'est la réussite de tout l'ensemble du travail d'une équipe depuis qu'on a ouvert. Donc tout ça c'est des choses qu'on a améliorées, qu'on a mis en place. Les retours clients qu'on a aussi, qu'il n'y a pas toujours des retours positifs, qui nous permettent d'évoluer dans le bon sens et de se remettre en question. Parce qu'il y a une chose importante, c'est toujours se remettre en question, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour les concours. Voilà, c'est ce qui nous permet d'évoluer et peut-être d'aller encore plus loin plus tard. Félicitations encore, chef. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Côté Château vous donne rendez-vous le mois prochain. Carpe diem, portez-vous bien.